Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. Le 23 juillet 1996, à Atlanta, Jamel Bourras devient champion olympique de judo en catégorie moins de 78 kg. Nous allons découvrir aujourd'hui comment sa rage de vaincre lui a permis de dépasser le doute, le stress et les stigmatisations pour décrocher la médaille d'or olympique. Cet épisode est réalisé en partenariat avec France 2 qui diffuse le 16 juillet le documentaire olympique La France des Jeux. Bonjour Jamel Bourras. Bonjour. Elle est rangée où votre médaille d'or olympique ? Elle est chez moi. Elle était chez mes parents. Mais depuis que j'ai perdu la maman, je l'ai prise. Vous la regardez, parfois ? Non, franchement non. Vous êtes né le 11 août 1971 à Givors, dans le Rhône. Vous grandissez avec vos parents et vos 4 frères et sœurs. Votre père est un vrai passionné de sport. Il était passionné, il aimait ça, le sport. Il a fait des marathons, des semi-marathons, il a couru, il a joué au foot, il s'est occupé du foot, il était entraîneur. Il était ceinture orange de judo. Il a fait un peu de judo, mais j'en ai dans quelques-uns dans ma famille quand il a fait un petit peu de judo. Vous faites quoi comme sport, enfant, adolescent ? J'ai testé pas mal de sports, la gym, du foot, j'aimais bien. Du tennis ? Tennis, mais tennis c'est trop cher. Vous aviez besoin du sport dans votre vie ? Ouais, j'ai beaucoup d'énergie. Donc il fallait que je dépense. Je crois que j'ai une anecdote. Mon père m'a amené chez le médecin quand j'étais gosse, parce qu'il a dit c'est pas possible, c'est trop. Et le médecin avait engueulé mon père en lui disant vous avez un fils en santé, vous me le ramenez. Mais comme j'étais très turbulent, j'étais beaucoup d'énergie. Comment est-ce que vous arrivez au judo ? J'avais des potes qui étaient dans mon quartier, qui faisaient du judo, et j'ai essayé, j'ai aimé tout de suite. Quand on est gosse, on aime bien chahuter. Je pense que c'est naturel. Et là, par contre, c'est un cadre. Avec des règles ? Avec des règles. Des valeurs ? Exactement. Apprendre à se maîtriser, à se défendre, à être courageux. Et puis même, il y a toujours des objectifs. C'est-à-dire des ceintures de couleur. Allez, on va essayer d'avoir la jaune, la orange. Et puis après, on se prête au jeu. Et puis après, il y a la compétition. Et là, la compétition, c'est spécial. Et puis moi, j'aime beaucoup. Vous montrez rapidement une rage de vaincre. Est-ce que c'est lié au quotidien qui n'est pas forcément facile ? Il faut toujours se défendre ? Non, je pense que c'est un caractère. Hein. Moi, je sais que j'aime pas perdre. Tout ce que je faisais, il fallait que je gagne. J'aimais pas perdre du tout. À 15 ans, vous êtes ceinture noire. Puis le 24 avril 1988, vous êtes en finale des championnats de France cadets dans la catégorie moins de 71 kilos. Vous avez alors 16 ans. Comment est-ce que vous vivez cette compétition ? Bon, on est concentré, on est habitué à faire des compètes déjà. Hein. On a fait des compètes au niveau interrégion, tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est différent. Je me suis formé dans une ville à Givors. Au niveau technique, tout ça et tout, on n'était pas trop... on avait du retard. Et il y avait des gens qui étaient beaucoup plus avancés, on va dire. Mais c'est vrai qu'au niveau mental, il n'y a personne qui faisait ce que je faisais. Je venais toujours avant l'entraînement, je partais après, j'essayais de récupérer mon retard. Et puis je voulais être le meilleur, donc je mettais les moyens. Et puis j'ai réussi à me concentrer et puis à gagner. J'ai fait champion de France avec la rage, hein. Avec les moyens que j'avais. Hein. Après ce titre, vous êtes repéré pour intégrer le sport-études de l'INSEP à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez 17 ans. Ça se passe comment ? C'est la première fois que ça existait. Ils faisaient une espèce de formation, ce qu'ils appelaient une formation nationale. Ils avaient pris tous les champions de France de toutes les catégories et on s'entraînait à l'INSEP. On faisait des cours par correspondance. Ça s'est pas très bien passé quand même. Parce que c'était compliqué. On pouvait pas s'entraîner 6 heures par jour, faire des cours par correspondance, prendre le bus pour aller à l'INSEP, revenir le soir. Parce que Châtenay-Malabry, l'INSEP, c'est une sacrée trotte. Ouais, c'est une sacrée trotte avec les bouchons. On était crevés, on s'entraînait. En plus, c'était dur. On était jeunes, on se faisait massacrer. Arrivé à l'entraînement, le niveau était fort en France. C'est comment de quitter la famille ? Ah, c'est dur. C'est dur, surtout les gens du Sud. On est très famille. Puis on essayait de venir le week-end, au maximum. Mais on n'avait pas les moyens, donc on trouvait des solutions. Mais je suis tellement passionné. J'ai pas le choix.
en fait. Vous avez déjà des rêves de gloire quand vous arrivez à Châtenay-Malabry? Vous avez déjà, je sais pas, vous voyez champion du monde, champion olympique, champion quelque chose? Ou à 17 ans, pas encore? Non. Il y a tellement, pas une montagne, mais des montagnes qu'on n'y pense pas presque. On prend étape par étape. Déjà, on se dit, si on arrive à être en équipe de France junior, c'est déjà énorme. Après, quand on est en équipe de France junior, dès qu'on passe, on se dit, si on arrive à être en équipe de France senior, et puis si on arrive à faire une médaille aux Europes. Mais c'est vrai qu'on se dit, ouais, un jour je serai champion du monde, un truc comme ça. Mais ça, tout le monde le dit, même, même tous les enfants, oui. Voilà. Le 24 mars 1991, lors des championnats de France junior, vous décrochez l'argent et vous attirez le regard de Marc Alexandre, qui va devenir votre entraîneur. Vous intégrez alors la structure senior de l'INSEP dans le bois de Vincennes, près de Paris. Vous êtes interne. À quoi ressemble votre quotidien là-bas? On vit sport, on est entre sportifs. J'ai quand même... je ne sais pas si j'ai eu l'intelligence ou... je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais j'ai pensé comme ça à l'époque en me disant, bon, je ne vais pas me mettre avec des judokas en chambre déjà. Parce que j'ai pas envie de parler de judo toute la journée. Faut pas être saturé ni rien. Partager avec d'autres sportifs? Ouais, de partager. J'étais avec des boxeurs. On était en chambre ensemble à l'INSEP. Et c'était sympa. Franchement, là, c'est magnifique. Tu t'entraînes, t'es entre sportifs, il y a des rigolades et tout, etc. Et comme j'étais avec eux, après, moi, je me donnais à fond à l'entraînement. Dès qu'on a l'entraînement, là, on pense qu'à ça et là, on est à 200%. Et le fait d'être entre sportifs, est-ce que ça permet d'être plus concentré sur les objectifs de sport? Là, quand on est à l'INSEP, normalement, l'objectif, c'est clairement une médaille de champion du monde, une médaille olympique. Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer d'avoir des contacts, de connecter un peu du sport, pour pas être trop dedans. C'est-à-dire, moi, je faisais d'autres trucs. Je faisais de la mode, je faisais des choses, je m'étais... Oui, vous avez d'autres activités, en fait, mais elles n'ont que 24 heures, les journées. C'était fait exprès, aussi. D'accord. Pour ne pas être saturé. Parce que je voyais les gars avec qui j'étais, même après l'entraînement, ils parlaient de judo, ils étaient en chambre, ils parlaient de judo, ils mangeaient ensemble, ils parlaient de judo. À un moment donné, t'exploses. Et si on commence à refaire les entraînements... on n'en s'en sort plus. Est-ce que vous rentrez parfois voir vos parents? Comment ils voient cette aventure à l'INSEP? Ils ont espoir, je pense. Ils ont espoir, mais bon, mon père, il est un peu détaché quand même. Il se dit, bon, c'est sa passion. Lui, déjà, à l'époque, que je devienne sportif de haut niveau, il n'était pas très emballé. C'était plutôt les études et un métier. Ouais, c'était plus les études. Il venait pas me voir en compète. J'aimais pas trop non plus. J'aime pas trop le décevoir, le père, t'arrives, tu perds et tout ça devant ton père, ça... J'aimais pas en fait. Mais j'imagine que votre maman était fière. Ouais, elle était fière, mais c'est trop l'émotion, les mamans. Puis l'inquiétude de voir son fils lutter aussi. Ouais, de se faire mal ou de perdre, ou j'en sais rien, d'être triste, ou je sais pas. Tout ça, c'est en eux en fait. Et vous retourniez voir vos amis de temps en temps? Oui, bien sûr. Je sortais de quartier. C'est là où j'ai vu l'enfermement était plus dans les quartiers, en fait, qu'à l'INSEP. Parce que on a fait un espèce de ghetto où on est enfermé et où on n'a aucune ouverture. En fait, t'es ici, non, il faut vite que tu travailles, quoi. Arrête tes études, ne continue pas, il faut que t'aides ta famille. Et quand on partait, nous, au bled, on avait le bled, le quartier, le bled, le quartier, on sortait pas, en fait. Donc, vous êtes d'origine algérienne? Oui, je suis d'origine algérienne. Juste pour vous dire que, en fait, moi, quand je suis arrivé à Paris, comme dans les quartiers, ça se passe un peu... C'est la loi de la jungle. C'est-à-dire, on veut montrer... On doit se protéger sa famille, montrer qu'on est le plus fort. Quand je suis arrivé à l'INSEP, j'ai voulu montrer que j'étais le plus fort. Et c'est là où ils ont commencé à me parler de théâtre, de littérature, tout ça. J'ai dit, mais qui s'y me raconte? Et c'est grâce à ça, grâce à eux et tout ça, que j'ai commencé à bouquiner. Lors d'une tournée, c'est un peu un voyage où vous faites des compétitions. C'est au Japon en 1993. Vous sortez avec d'autres judokas, notamment David Douillet et des sumo locaux, et vous êtes témoin d'un accident qui va coûter la vie à l'un des membres du groupe. C'est un moment qui va marquer votre vie et votre carrière. Encore aujourd'hui. On était au Japon, là, j'avais quoi? En 93, j'avais 22 ans. On avait fait un stage, mais commando. C'était vraiment Marc Alexandre qui nous encadrait. Le premier jour, on arrive en avion, on va tous se raser la tête, mode commando. On se retrouve autour du dôme de Tokyo à courir le soir, en faisant des marches d'escalier, des pompes, des abdos. Ça, c'était le premier soir, on venait d'arriver.
Et hop, le lendemain, ça commence. 6h du matin, 3 entraînements par jour. Donc c'était vraiment la guerre. Et on a eu un jour de repos, on était invités par les sumo à Sumotori à manger. Mais bon, les mecs, t'en as qui avaient bu. Et en rentrant, il a pas fait attention. Et devant nous, et voilà, il s'est fait renverser. Et on a un pote qui était avec nous, qui a fait le stage commando et qui mord dans nos bras. Et voilà, là, on se pose des questions existentielles sur la vie. On se met en dehors du monde et on se dit, c'est quoi ce monde ? Surtout quand t'es gamin, donc tu commences à réfléchir à la vie. Je suis traumatisé. Encore aujourd'hui, là, j'ai un poste. Et vous êtes président du PSG Judo ? Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, quand je fais des dîners, je mets pas d'alcool. Ça m'a traumatisé, cette histoire. Vous intégrez l'équipe de France de judo en 1994. On revient à des choses plus légères. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être en équipe de France de judo ? Ah, c'est une fierté. C'est le top des tops. Après, j'arrive pour pas me donner de la pression, j'arrive à me dire, bon, c'est du bonus maintenant. C'est le top quand même, c'est bien. Donc tout ce que tu fais, ce que tu peux apporter, c'est un plus. Et donc tu te mets moins de pression comme ça. Le dimanche 13 février 1994, vous participez au tournoi de Paris, l'un des tournois de judo les plus prestigieux au monde. Vous avez 23 ans, vous concourez dans la catégorie moins de 78 kilos et vous terminez 3e après une défaite en demi-finale contre un judoka coréen. J'ai perdu. J'ai pas pris un hippon pour que les gens comprennent comme un KO, mais j'aurais préféré. Ah, il m'a tué. On aurait dit que j'étais un enfant. Je pleurais, tellement j'avais la rage. Vous vous êtes senti humilié ? Ouais, j'ai pas aimé cette façon. On aurait dit un mur. Dès qu'il m'enlevait la main du kimono, on aurait dit que ma main elle prenait feu. Bon, il a fait 2 fois champion olympique, je sais pas combien de fois champion du monde. 6 mois après, je l'ai battu. Mais par contre, il faut voir l'entraînement que j'ai fait pendant 6 mois. Samedi 13 mai 1995, ce sont les championnats d'Europe de judo à Birmingham. Ouais. Vous êtes face à l'Autrichien Patrick Reiter en finale, catégorie moins de 78 kilos. J'avais gagné normalement. Mais je fais médaille d'argent, ouais. Je suis déçu parce que j'ai fait médaille d'argent et je voulais gagner. Et normalement, je devais gagner. J'aurais dû revenir avec la médaille d'or. Premier championnat d'Europe, médaille d'argent, c'est quand même pas mal. J'avais eu un beau titre dans les journaux, je crois. Avant la compète, j'avais eu un titre qui était formidable. C'était leader plutôt que dealer. Leader plutôt que dealer ? Ouais. Et je suis revenu, c'était l'argent du beurre. C'est très très violent, dites-moi. Bah, c'est violent. Ils m'ont traité de rebelle après quand j'ai dit oui, mais c'est pas sympa quand même. Mais grâce à ça, à ces sacrifices où je me suis battu, maintenant ça se passe plus maintenant. On est à 1 an des Jeux Olympiques. Ouais. Donc j'imagine qu'à 1 an des Jeux Olympiques, on a cet objectif en tête. Franchement, l'équipe de France était tellement... Le réservoir français était tellement fort qu'on n'était pas dans ce truc-là déjà. Parce que vous étiez déjà même pas sûr d'être... Bien sûr. D'être il fallait déjà se battre pour être numéro 1 français. C'était des fois beaucoup plus dur que de faire chemin d'Europe. Les championnats du monde 1995 se déroulent du 28 septembre au 1er octobre à Chiba, au Japon. Je vous laisse nous les raconter. Déjà, celui contre qui je me suis fait voler, l'Autrichien, je le bas par ippon. Je le bats par ippon là-bas. Alors, la façon dont vous dites je le bats par ippon, j'ai l'impression que ce ippon, il vient des championnats d'Europe. Ah déjà. Bah ouais, non mais ça m'avait... Un ippon, je rappelle, c'est comme un KO. Ouais, en fait. c'est ça. Ça met arrêt au combat, en fait. Et lui, j'avais eu un tableau assez dur. Et en demi-finale, je perds contre Koga, chez lui, au Japon. J'étais pas content de sa réaction à lui, déjà. Ils me mettent ippon, il a sa spéciale qui est un sodé. C'est quoi un sodé ? C'est un mouvement d'épaule avec le bras. Mais je tombe pas sur le dos. Je le tiens toujours avec le pantalon, ma main, sur son pantalon. Et il me met comme un coup de pied. Et là, je vois rouge. Et ça m'est resté dans la tête. L'année suivante, au tournoi de Paris, vous vous retrouvez en finale des moins de 78 kilos. Je fais un tournoi de Paris où, franchement, je suis très bon. Massacre tout le monde et tout ça, etc. Et je vais en finale contre un Français qui s'appelle Darcel. Quand on fait une finale entre Français, il n'y a pas de coach. Oui, parce que le coach ne peut pas être des deux côtés. Les coachs n'ont pas le droit. Et moi, je dis, tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes avant de faire ma finale. Je suis concentré, tout ça. Mais les toilettes qui sont là, elles sont pleines, donc je suis obligé de faire le tour. Et quand je fais le tour, je vois l'entraîneur principal de l'équipe de France en train de donner des conseils aux gars. C'est plus qu'une trahison, c'est l'entraîneur principal, c'est le chef des entraîneurs, qui est en train de conseiller mon adversaire. Là, on est à quelques mois des Jeux. Et je vais aux toilettes quand même. Et eux, ils sont gênés, les deux.
L'entraîneur, il est blanc. Il me parle. Moi, je lui parle pas. Je lui dis non, continuez, c'est pas grave. Et je fais demi-tour. J'ai la rage. Et bon, c'est jamais bon de rentrer comme ça. Il nous appelle pour monter sur le tapis pour combattre. Et à un moment donné, l'entraîneur principal, il me prend par le kimono. Il me dit « Ouais, mais j'étais en train de lui dire que vous étiez les deux plus forts de la catégorie. » Alors là, je m'énerve. On peut pas dire ça, il était en train de nous montrer des techniques. Je l'ai envoyé chier, je l'ai insulté presque. Je lui ai dit « Vas-y, casse-toi. » Donc il m'énerve encore plus. Et là, je perds un combat, je fais n'importe quoi. Je me prends un pion au bout de 2 secondes du combat parce que je suis énervé. Et je dis « C'est pas grave. » Parce que c'est pas là que se jouait la qualification pour les Jeux. Non. Je rentre chez moi à Lyon. Il y avait ma mère, et je lui dis, mais si on m'appelle, je suis pas là. Et il y a Marc-Alexandre qui insiste. Votre entraîneur. Ouais, au bout d'une semaine. Il m'appelle, il me dit, non, viens, on sait ce qui s'est passé, il faut absolument que tu viennes, le truc et tout ça, et nanana. On sait ce qui s'est passé, mais t'es obligé de repartir en sélection. Alors que j'étais numéro 1, normalement c'était bon, je devais aller aux Europes et tout ça. Je dis, ok, pas de problème. Moi, je pars en Pologne. C'était l'année des Jeux, donc les tournois étaient très durs. Tout le monde cherchait des points, des qualifications. Et la seule médaille d'or qu'il y a eu, c'est moi. C'est-à-dire toutes les autres catégories, ils n'ont rien fait. Donc ça, c'était moi le numéro 1. Et là, j'arrive aux Europes, je leur dis, tout ce que je fais, il faut que je gagne. Justement, dans cette année olympique, ce rendez-vous, il est capital. Les championnats d'Europe à La Haye, aux Pays-Bas, du 16 au 19 mai 1996. Là, vous venez chercher le titre. Ouais, je veux le titre. Déjà, le titre, c'est bien en plus pour être champion d'Europe, mais surtout pour pas laisser la chance. Quand je vois comment ça se passe avec l'entraîneur principal qui va coacher en cachette un athlète qui est ton concurrent, il ne faut pas de cadeau. Parce que quand tu reviens avec ta médaille d'or, on ne peut rien te dire. Il vous libère, ce titre de champion d'Europe ? Déjà, je suis content d'être champion d'Europe. Je suis heureux déjà. Et puis après, comme je vous dis, c'est toujours un plus. On les additionne, les médailles. Il me libère, oui. J'ai confiance, parce que je fais partie de l'élite depuis quelques années. Je fais toujours des médailles dans les grands tournois. Après, il y a les JO. En dehors des tatamis, vous êtes déjà un modèle. Les jeunes de votre quartier, il y en a certains qui se mettent au judo pour vous imiter. Vous êtes déjà une référence. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui représente un poids pour vous ? Non, c'est pas du tout un poids. C'est pas du tout un poids. Mais c'est bien, parce que c'est un sport honorable, c'est un sport noble. Mais j'ai pas envie non plus que ça s'arrête qu'au sport. J'avais créé une association un peu avant, qu'on avait appelée Ouverture. On voulait créer les arènes du savoir et de la connaissance. Passer dans les quartiers, puis on ramène un avocat ou un juge, qui leur explique c'est quoi d'être juge. Qu'est-ce que c'est comme métier ? Qu'est-ce que c'est une vraie ouverture d'esprit ? Et donc leur dire oui, c'est possible, tu peux le faire. Ce qui me dérangeait, c'était souvent les gars de banlieue, c'était ou la musique, le rap et le sport. Et moi, je n'aimais pas cette image. Voilà. Je voulais que ça soit dans d'autres, à la télé, des journalistes, des médecins, des avocats, des juges, n'importe. Nous voici donc à Atlanta, aux États-Unis, où les Jeux Olympiques se déroulent du 19 juillet au 4 août 1996. C'est comment les premiers Jeux ? On est tellement concentrés, on a tellement fait avant. Et qu'on y est ce jour-là, les Jeux, on y pense. On en rêve. C'est magnifique. Quand on arrive au village, c'est comment le village olympique ? Au début, tout le monde est content d'être là, mais tout le monde est concentré, parce que c'est les JO. C'est pas la fête au début. Non, pas du tout. Alors nous, c'est spécial, parce qu'on loue des maisons. On n'est pas dans le village. D'accord. Pour rester l'équipe de France concentrée. Ouais, exactement. La veille de la compétition, on dort au village. Marc-Alexandre, c'était mon entraîneur, mais il entraînait aussi David. Donc j'arrive pour prendre ma chambre, pour dormir. Il me dit, bon, tu sais qui c'est qui a dormi ici ? Je dis, non, c'est David. En gros, il a fait médaille d'or. Zéro pression. Ouais. J'ai dit, ok, j'ai compris le message. Justement, elle vous a inspiré cette médaille d'or de David Douillet, qui a été sacré champion olympique des poids lourds, donc plus de 95 kilos. Elle vous a inspiré, ou vous êtes tellement dans votre bulle que d'accord, je vais dormir dans son lit, mais ça change rien, moi j'ai mon programme. Ouais, c'est plutôt ça. De toute façon, David, il était champion du monde, il était champion... Donc c'était naturel presque pour lui. David, c'est autre chose. Nous, c'est différent. Est-ce que vous dormez bien la veille de vos combats ? Pas trop. Il y a tellement eu une pression déjà pour la sélection pour arriver là. Tous les tournois, les compètes, les régimes et tout ça, c'est tellement des heures d'entraînement, des blessures, des doutes, des pleurs, des trucs.
Et là, quand on arrive, ça y est, on y est, on a déjà notre tirage au sort, on sait qui c'est qu'on va prendre au premier tour. Donc on se fait déjà le film, quand on dort, on est là, on essaie de pas y penser, mais une pensée, c'est difficile de s'en débarrasser. Mardi 23 juillet 1996, Georgia World Congress Center à Atlanta. Racontez-nous cette journée jusqu'à la finale. Déjà, avant la compète, on s'entraîne. Je suis pas en forme. Je suis fatigué. Je m'embrouille, je m'énerve. Alors, est-ce que la pression... je sais pas. Je suis pas en forme. Je prends un Russe que je connaissais. Mais même là, je gagne. Pas non plus... pas large, quoi. Mais les premiers combats sont souvent comme ça, souvent. Hein. C'est le temps de se mettre dans la compétition. Ouais. Et après, ça monte en puissance. Après, là, je prends l'Argentin que je bats par Ippon. Et là, ça y est, vous y êtes dans la compétition ? Ça y est, vous êtes moins fatigué ? Ouais, ça y est, je suis dedans. Je suis dedans, ça y est, je reprends. Puis même, c'est le mental. Mon mental a dépassé mon état, en fait. Et jusqu'en demi-finale, où je prends Dott, l'Allemand. Donc là, c'est une bonne baston, c'est un bon combat. Vous gagnez et vous vous retrouvez en finale de la catégorie moins de 78 kilos face à la star du Japon, Toshihiko Koga, double champion du monde et champion olympique en titre. Ouais. C'est l'idole un peu, voilà, c'est le Maradona, c'est le, etc. C'est la star. C'est le Zinedine Zidane. Ouais, c'est la star, quoi, de son époque. Et moi, je m'en fous de tout ça. Il y a un combat à gagner, donc il n'y a plus rien qui existe. Sur le tatami, avant de rentrer, on était tous les deux maintenant. Tous les judokas s'échauffent dans une énorme salle d'échauffement. Mais plus les gens se font éliminer, moins il y a de monde. Et quand il y a la finale, on n'est que deux. Il n'y a plus personne, oui. Il n'y a que vous. Donc il y a la team Japon et il y a la team, et la team France. Et là, lui, il se met torse nu. Et il vient me narguer. Il trottine comme ça, il s'échauffe avant la finale, il vient, il me regarde comme ça. Il montre les muscles. Ouais. J'étais à 2 doigts de lui en mettre une. Mais ouais. T'as mes entraîneurs, mes trucs qui me calment et tout ça, etc. Parce que moi aussi, j'étais dans un lieu en cage. Il y avait des seaux de glace. Je mettais ma tête dans le seau de glace comme ça et tout. Et je prenais des glaçons et je me les tapais dans le visage. Et là, voilà, on est en finale. Jamel Bourras en finale, André Garcia, Jean-Luc Rougier, c'est à vous. Ça y est, j'ai ma mère qui est là. J'ai mon père, je les vois là. À chaque combat, en plus, c'est la première fois. Ils viennent pas dans les grandes compétitions. Et là, ils sont venus au JO. Je voulais qu'ils soient là. Pour qu'ils vivent les jeux. Ouais. Koga, c'est un homme pratiquement imbattable. Jean-Luc, le seul qui l'ait vraiment menacé et qui l'ait battu, c'est quand même Jamel. Ouais, c'est Jamel qui le menace sans arrêt, donc c'est un combattant redoutable. Le combat en lui-même, il est très serré. Ouais. C'est au milieu du combat que j'ai senti qu'il commençait à craquer. C'est-à-dire que quand je prends la garde, d'habitude, il est droit, solide, fort. Et là, quand j'ai pris la garde, j'ai vu qu'il commençait à flancher. J'ai dit là, c'est bon. Allez, Jamel, Voilà, il est en Jamel position. se place bien. Il est en position. On retrouve un petit peu de judo maintenant. Jamel se place bien. Et voilà, Alors, il il attaque est fort. Jamel. Et sur le judo, Jamel me gagne là. C'est lui qui mène sur le judo. Et là, il n'a rien fait du combat, de toute façon, lui. Il n'a pas fait une attaque. C'est moi qui étais en attaque. C'est moi qui attaquais tout le temps. C'est moi qui faisais... Donc, il a pris des pénalités. Il y aura des pénalités. Ils sont à égalité. À 12 secondes, Jean-Luc. À la décision, il ne peut pas y avoir de défaite Oh là pour là, Jamel Jamel, Bourras. il est remonté de Impossible. loin. Et donc, vous arrivez à la fin des 5 minutes de combat réglementaire, parce qu'à l'époque, c'est 5 minutes et il n'y a pas la mort subite. Non. Vous êtes à égalité. Ce sont les juges qui vont avoir le dernier mot. Le stress, là, il est maximal. Il n'y a plus rien qui dépend de vous, puisque ça dépend des juges. Oui, mais moi, je savais, j'ai levé les bras déjà. Même lui, il a déjà baissé la tête. Il savait très bien qu'il avait perdu. Parce qu'il n'a rien fait. Et là, vous avez la ceinture blanche. Les 3 drapeaux des juges Blanc. se lèvent, les 3 drapeaux blancs. Ouais. Donc à l'unanimité, vous êtes champion olympique. Ouais. Ah bah là, ça y est, on n'y croit pas déjà. C'est compliqué quand tu es champion olympique. Il y a plus de joie en apercevant déjà sa famille, sa mère qui est dans notre monde, ton père, que tu vois les gens te sautent dessus. Ça va tellement vite, ça y est. Vous pensez à quoi sur le podium avec la médaille d'or autour du cou et en entendant la Marseillaise ? Je suis heureux en fait.
Et puis il y a l'hymne national, on est là, on est en train de... C'est tellement... C'est l'apothéose. Franchement, c'est des moments qui sont tellement difficiles à expliquer. Même le dictionnaire, je sais pas s'il a ces mots. T'as travaillé pendant des années, tu t'es battu pendant des années, tout ça, etc. Et là, t'es champion olympique. C'est-à-dire que même toi, t'y crois pas en fait. Et là, je me dis, j'ai eu ma revanche. Merci beaucoup Jamel Bourras pour ces confidences. Avec grand plaisir. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques et Paralympiques du Parisien, 24 épisodes jusqu'à Paris 2024, à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode est réalisé en partenariat avec France 2, qui diffuse le 16 juillet le documentaire olympique La France des Jeux. 27 championnes et champions olympiques et paralympiques témoignent dans ce documentaire disponible sur France.tv. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Ambre Rosala et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.